Salut les investisseurs et bienvenue sur le Macro Hebdo du 25 mai 2025. Je suis trop content de te retrouver aujourd'hui pour faire le tour des marchés au complet comme d'habitude. Et pour commencer, cette semaine, on a eu des nouvelles très importantes avec le Big Beautiful Bill de Donald Trump qui est passé en fait au Sénat. Et on va voir les implications. Il y a eu aussi justement une enchère pour les obligations américaines et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On va en parler tout de suite. Donc, pour commencer, eh bien, le Big Beautiful Bill, c'est quoi? En fait, c'est un plan de dépenses que le gouvernement va faire. Et donc, il parle un petit peu de qu'est-ce qu'ils vont faire sur l'énergie, sur la sécurité à la frontière, etc. etc. Mais en gros, ce qu'il faut vraiment retirer de tout ça, c'est que c'est encore énormément d'ajouts de dépenses sur l'économie américaine. Économie américaine qui était déjà très 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 endettée. Et donc, comme en ce moment, elle était à une croissance de la dette de 8%, et qui est beaucoup plus forte en fait que la croissance du PIB, eh bien ça commence à être une politique fiscale qui est dangereuse pour les États-Unis. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, ils ont relevé le plafond de la dette, ici on le voit, jusqu'à 4 trillions de dollars. Le problème de ça, c'est que eh bien, quand les États-Unis vont emprunter, eh bien, ils vont devoir aussi rembourser cette dette avec les intérêts. Avec les taux d'intérêt qu'on a actuellement, eh bien, les intérêts de cette dette deviennent eux-mêmes un énorme pourcentage en fait de la dette américaine et donc ont un fort impact en fin de compte sur justement les revenus du gouvernement. Et tout ça, ça crée en fait une spirale où de plus en plus, eh ben, les gens ont de moins en moins confiance pour prêter aux États-Unis par peur qu'ils ne puissent pas rembourser. Et donc, ils demandent un plus fort taux d'intérêt, ce qui crée justement encore plus de difficultés à rembourser, etc. etc. On peut voir ici, par exemple, qu'il y a eu justement cette enchère pour les obligations à 20 ans américaines. Et on voit qu'il y avait en fait une demande qui a été très faible et qu'il a donc fallu convaincre les investisseurs d'acheter ces obligations en montant les taux d'intérêt. Si on regarde rapidement au niveau des taux d'intérêt ici, ce que l'on peut voir, c'est que la ligne qui est en rouge ici, c'est les obligations à 30 ans. Eh bien, elles sont montées en flèche et on est retourné en fait tout en haut de notre range sur lequel on était ici au niveau des 5%. Et si on regarde pour le 10 ans, eh bien, on est à 4,54%. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire que chaque année, ils vont devoir débourser des milliards et des milliards de dollars pour rembourser leurs dettes. Et donc, forcément, eh bien, c'est assez mauvais pour le gouvernement américain, pour l'économie américaine de ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire en fait tout ça? C'est en train de nous montrer qu'il peut y avoir un problème avec le dollar sur le long terme. Si jamais les États-Unis ne sont plus capables d'honorer leurs dettes, eh bien, on peut s'attendre à avoir justement un dollar qui baisse. Et pour l'instant, eh bien, les anticipations des investisseurs vont dans ce sens-là, avec un dollar qui a largement baissé pendant ces annonces. Là, tu peux voir ici cette courbe en, on va dire, vert un petit peu foncé, vert bleu, c'est la courbe du dollar et cette semaine, on voit que ça a bien rebaissé, tout comme le prix des obligations de long terme que l'on voit ici. Comme je le rappelle toujours, le prix des obligations est complètement inverse au taux des obligations. Donc quand les taux sont en train de monter, le prix des obligations baisse et quand les taux sont en train de baisser, le prix des obligations monte. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, on a un dollar qui baisse et justement des obligations US qui baissent. Donc on va commencer à refaire un petit peu le tour de tout ça. Ici, ce que l'on voit, c'est justement le bilan de la Réserve fédérale américaine, donc de la Banque centrale américaine, et on peut voir qu'ils étaient en quantitative tightening depuis un petit moment, donc ça veut dire qu'ils retiraient en fait de l'argent de la circulation pour justement calmer un petit peu l'économie et calmer l'inflation. On sait que pendant les années Covid, 2020, 2021, 2022, on avait eu beaucoup d'inflation et donc là, ils ont mis un gros coup sur la pédale de frein. On voit qu'on est retombé en fait à des liquidités en circulation qui reviennent sur les niveaux de juillet 2020.
Donc quand même les niveaux après le premier gros coup d'impression après Covid, mais globalement on a retiré quand même pas mal de liquidités de l'économie. Là, on commence à redevenir à plat. Donc là, ça veut dire que pour l'instant, la Réserve fédérale, elle est en train d'attendre. On n'a pas vraiment de gros danger au niveau de l'inflation qui a recommencé à retomber, mais on surveille ça, parce que bien entendu, eh bien, si la monnaie se dévalue, on pourra payer moins de choses avec, donc ça peut avoir un côté inflationniste. Et deuxièmement, eh bien, les politiques, pour l'instant, de guerre tarifaire de Donald Trump peuvent aussi avoir des effets qui ne sont pas totalement contrôlés pour l'instant, dont on n'a pas encore vu vraiment qu'est-ce que ça va faire dans l'économie américaine. Et donc, je pense que pour l'instant, la Banque centrale américaine joue la prudence en simplement arrêtant tranquillement le quantitative tightening, mais pas encore en réinjectant de l'argent en circulation pour ne pas risquer de faire reprendre l'inflation. Si on regarde un petit peu au niveau des reverse repos, ce qu'on peut voir, c'est que là, les banques sont plutôt flat, elles aussi. Donc, elles sont pour l'instant relativement de tenter de prêter à court terme pour des bons du trésor de très très court terme, les taux overnight en fait, donc les obligations qui seront repayées le lendemain matin, pour profiter d'un taux qui est relativement élevé sur ces obligations sans avoir besoin d'avoir beaucoup de risques sur leur liquidité. Ça, on l'a déjà vu la semaine dernière, donc on ne va pas repasser dessus. Et on peut voir ici donc l'économie américaine, comme on l'a montré tout à l'heure. Donc pour l'instant, le taux de chômage qui reste plutôt stable, donc on n'a pas vraiment de signaux de récession sur le taux de chômage ici aux États-Unis. Par contre, attention, on a bien vu ici les taux recommencer à monter sur les obligations. Donc là, on n'est pas encore tranquille de ce côté-là. On n'a pas vraiment complètement fini de gérer les problèmes de politique monétaire et de politique fiscale. Et donc, il va falloir surveiller ça de très près. C'est, à mon avis, la nouvelle inquiétude qu'il faut vraiment avoir à l'œil. Ça fait un moment qu'on parlait justement des problèmes de politique fiscale avec, depuis, en fait, 2013, on avait vraiment dépassé les 100%, mais pendant la période Covid, on est vraiment monté en flèche, et c'était à partir de là que moi j'ai commencé vraiment à parler de ça. Là, on est vraiment toujours sur des taux relativement élevés de dette par rapport au PIB, donc on n'arrive pas à s'en sortir de ce côté-là. Pour ce qui est de l'inflation, pour l'instant, elle est plutôt maintenue tranquille. On est sur les 2,3%, on se rapproche de la cible des 2% de la Fed, et on ne veut pas voir ça réaccélérer. Et donc cette semaine, c'est justement là où on va avoir des nouvelles importantes, comme on peut le voir ici. En fait, où on aura le PCE en fait vendredi, et donc le PCE pour l'instant est prévu à la hausse, et ça pourrait justement engager la Fed à ne pas baisser son taux directeur. Si on va regarder justement les prévisions pour les prochaines décisions de politique monétaire de la Fed, on peut voir que le 18 juin 2025, on aura le nouveau meeting, et pour l'instant, c'est pricé à 94% qu'il n'y aura pas de coupure sur le taux directeur. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est que pour l'instant, Jérôme Powell n'a pas du tout envie de faire varier sa politique monétaire parce qu'il y a trop d'inconnus et qu'il considère que le risque inflationniste reste le pire risque que l'on peut avoir dans cette économie. Ensuite, si on passe un petit peu sur le Canada maintenant. Donc on peut voir qu'au Canada, on a une inflation qui a fortement baissé à 1,7%. Ça, c'est dû principalement aux coupures sur les taxes de l'énergie, donc le prix de l'essence qui a beaucoup baissé. Par contre, le core inflation, donc tout ce qui est produits de consommation de base, nourriture, etc., lui a plutôt augmenté ces derniers temps. Mais dans le panier moyen en fait du consommateur, eh bien tout ça, ça s'équilibre et ça fait qu'on est plutôt en dessous de la cible des 2%. Donc là, pour l'instant, ça veut dire que la Banque centrale du Canada a bien réussi son mandat de calmer l'inflation, mais justement, quand on commence à rentrer en déflation, et ça peut être dangereux en fait pour le remboursement de la dette canadienne. On voit aussi que les taux des obligations remontent, et ça, eh ben, c'est aussi pour garder un certain peg par rapport au dollar américain, étant donné qu'on doit faire des échanges commerciaux avec les États-Unis qui sont notre principal partenaire commercial, eh bien il faut aussi que l'on ait une monnaie qui oscille dans une certaine fourchette de prix par rapport au dollar américain. Et on peut voir justement que le prix des obligations recommence, lui, légèrement à baisser, puisque les taux commencent à remonter tranquillement.
Au niveau du chômage, au Canada, on n'est pas comme aux États-Unis, on est plutôt dans une croissance du chômage, donc il faut faire attention à ça. On a un petit peu plus de signes de récession potentielle au Canada, avec justement cette inflation qui nous montre qu'il y a peut-être aussi quelques problèmes de consommation sous-jacents, et ce taux de chômage qui commence à augmenter. Pour ce qui est des risk-on et des risk-off, donc les risk-off, eux, ils sont du côté gauche. On a les obligations de long terme américaines qui sont sur des points bas. Donc là, on pourrait se dire que graphiquement, c'est plutôt des bons points d'achat. Attention, cependant, on a des conditions inédites avec justement les problèmes de fiscalité aux États-Unis. Et là, le Big Beautiful Bill qui a été passé par Donald Trump, ça vient remettre un coup de massue encore qui nous montre que finalement, malgré les belles intentions qui ont été mises sur le devant de la table avec le Doge qui devait être là pour faire des coupures budgétaires, etc., et remettre un petit peu d'ordre dans la politique fiscale des États-Unis, eh bien, on voit que finalement, ça n'est pas le cas et qu'on continue d'augmenter les dépenses. Ça s'est vu très négativement par le marché et on a un risque ici. Donc, je pense que c'est OK pour un trade de racheter des obligations ici, mais sur le long terme, ça peut être assez dangereux, bien que ce soit un point d'entrée qui soit plutôt acceptable. Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer de réduire un petit peu la proportion d'obligations de long terme que l'on a dans le portefeuille et garder plutôt des obligations de court terme pour éviter cette volatilité qu'il pourrait y avoir sur ces obligations. Maintenant, si on regarde le dollar, eh bien, le dollar, lui aussi, il s'affaiblit. Alors, il n'y a rien de dramatique, en fait. On a déjà été beaucoup plus bas sur le dollar par rapport aux autres monnaies. Donc ça, il n'y a pas de gros soucis là-dessus. Ça n'a pas empêché les États-Unis de performer, etc. Mais si on a justement des actions, des ETF, etc., dénominés en dollars, il faut s'attendre à ce qu'ils perdent de la valeur si justement on commence à arriver en dessous de la barre ici que l'on a des 27,37. Pour ce qui est de l'or, justement la baisse du dollar mécaniquement a fait remonter l'or, puisque l'or est dénominé en dollars, tout simplement c'est un effet purement mécanique à ce niveau-là. Par contre, pour moi, ici sur le graphique, on a fait un petit double top sur l'or, et j'avais indiqué déjà dans les semaines précédentes que j'avais allégé mes positions en or, tout simplement rebalancer mon portefeuille, étant donné qu'on avait eu des grosses plus-values avec un 27% de performance dès le début de l'année. Donc c'était la même performance en quelques mois que ce qu'on avait eu pendant toute une année au complet. Donc pour ma part, j'ai décidé de prendre des profits là-dessus et de récupérer un petit peu de liquidité que je vais attendre de déployer tranquillement. Pour moi, ici, on est en train de dessiner justement un plus bas creux et un nouveau plus bas sommet. Donc potentiellement, on peut partir dans une petite tendance baissière sur l'or. Par contre, il faut bien constater que sur le long terme, on est sur une très très belle tendance haussière. Donc, pas de souci pour être investi dans l'or à long terme. Mais sur le court terme, je ne pense pas qu'on soit sur les meilleurs prix que l'on va avoir dans cette période. Bien entendu, je peux me tromper. Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est que si tu es en mode DCA, c'est OK d'acheter de l'or un petit peu chaque mois. Si tu étais déjà investi depuis longtemps, c'est peut-être un bon moment pour prendre des profits partiels et rebalancer le portefeuille et d'avoir des petites liquidités sous le coude au cas où il y ait des affaires à faire par la suite. Pour ce qui est des biens de consommation de base, on peut voir qu'il reste relativement stable dans cette fourchette haute, en fait, entre les 83,65 et les 77. Donc, quand on est sur le haut de range, il faut simplement vendre, et quand on est sur le bas de range, acheter. Pour l'instant, tant qu'on est dans le range, c'est la stratégie de trading la plus simple à appliquer. Ça reste un actif qui a bien protégé le portefeuille depuis le début de l'année. On peut voir que sur le S&P 500, on avait bien décroché en début d'année. On est remonté, et maintenant, on fait un retest en fait de ces points qui étaient ici à retester, donc points qui avaient fait résistance puis support. Donc là, on va voir si ce point-là arrive à faire support au niveau de la zone des 570. Si ce n'est pas le cas et qu'on repasse en dessous, on pourra constater en fait que ça nous a fait un plus bas sommet, et qu'on est potentiellement en train de passer dans une tendance un petit peu plus baissière sur le moyen terme. Pour ce qui est du Bitcoin, le Bitcoin a dépassé en fait ses ATH, donc je pense que ça a refait venir beaucoup d'attention sur cet actif.
Et maintenant, il va falloir constater si on arrive à consolider au-dessus et à continuer à partir à la hausse. Donc pour moi, il y a le scénario qui est le plus probable, c'est la course derrière le prix. C'est-à-dire que on est justement dans un moment où on peut avoir un narratif intéressant sur le Bitcoin, avec justement la perte de confiance dans le dollar et donc la possibilité d'avoir un actif qui protège le capital, et donc d'avoir le prix qui continue de monter avec des gens qui sont pour l'instant un petit peu dans le déni, qui ne se sont pas réintéressés à cet actif et qui vont devoir courir après le prix et donc racheter plus haut, FOMO plus haut. Donc ça, à mon avis, c'est une des possibilités. Je dirais que c'est le scénario un petit peu que je mets en scénario principal pour l'instant, avec peut-être un 60-70% de chance de survenance par rapport aux autres scénarios. Et ensuite, le deuxième scénario, ce serait simplement que ce pic-là aurait suffi à faire venir un pic d'excitation sur le marché et qui permette aux gros acteurs de décharger à ce niveau-là, auquel cas, eh bien, on pourrait simplement avoir un petit peu le scénario comme on avait eu ici avec le double top et ensuite on repart à la baisse. Donc si c'est ça, eh ben c'est juste en fait un petit deuxième top pour réexciter les gens, avoir la possibilité d'avoir les liquidités pour sortir pour les gros porteurs et ensuite on a la période un petit peu de bear market. Donc c'est les deux possibilités à mon avis qu'on a. Bien sûr, il y a la possibilité aussi d'être dans ce range-là. Je pense que celle-ci, elle est peut-être un petit peu plus faible que les autres pour l'instant, étant donné la volatilité des actifs en ce moment. Je pense qu'on aura beaucoup plus facilement un scénario volatile qu'un scénario simplement de on se fait chier et il n'y a rien qui se passe. Donc à mon avis, ces deux scénarios sont les plus probables. Pour ce qui est des biens de consommation discrétionnaire, eux, on peut voir qu'ils ont rebondi un petit peu à l'image du S&P 500, mais en beaucoup plus faible. Donc en ce moment, ça nous indique qu'il y a peut-être un petit problème aux États-Unis de consommation discrétionnaire, ce qui veut dire que ça peut nous donner une petite indication de potentielle récession, même si pour l'instant ça ne se voit pas du tout dans les chiffres de l'emploi, etc. Donc il ne faut pas trop anticiper ça, mais c'est un indice de plus qu'il faut surveiller. Pour ce qui est du pétrole, on voit que le pétrole a énormément baissé. En fait, on est à 27% de sous-performance par rapport à l'année dernière. Et donc là, on commence à tranquillement trouver un point bas sur le pétrole. Donc pour ma part, je suis complètement OK de commencer un DCA dans cette zone-là. Je pense que c'est une zone qui est assez intéressante pour accumuler du pétrole en vue d'une remontée du pétrole par la suite. Le problème qu'on a sur le pétrole, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète rapidement, c'est que pour l'instant, on a vraiment deux politiques différentes du côté de l'OPEC et du côté des États-Unis. L'OPEC, eux, ils veulent justement vendre un petit peu plus de pétrole sur ces zones-là, et en fin de compte, ben, ça peut faire un petit peu baisser le prix, mais eux, ils s'en foutent parce qu'ils produisent du pétrole à très bas coût. Et d'un autre côté, on a Trump qui veut justement recommencer à produire du pétrole sur le sol des États-Unis. Le problème, c'est que c'est du pétrole qui coûte beaucoup plus cher à extraire, et donc lui, il aurait plutôt besoin que l'OPEC coupe un petit peu dans leur production pour que le prix puisse remonter, pour que ce soit rentable pour les États-Unis de produire du pétrole. Donc on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là, mais en tout cas, sur les niveaux de prix qu'on a en ce moment, je pense que c'est pas déconnant de commencer à accumuler. Et on peut voir que sur les commodities, c'est un petit peu la même chose. En fait, c'est un petit peu même plus positif que sur le pétrole, et ça a mieux tenu les niveaux de prix, tout simplement parce que c'est un panier un petit peu plus diversifié de commodities. Pour ce qui est maintenant des indices boursiers. Donc ici, si on regarde un petit peu sur le S&P 500, on avait vraiment eu une exagération à la baisse. On avait eu le Z-score et le market breadth en weekly qui nous avaient donné un signal. Donc on a eu ce beau signal pour prendre un très joli trade. Moi, je suis rentré à peu près dans la zone des 530, étant donné que j'étais parti en vacances, donc j'ai pu commencer à rentrer que un petit peu plus tard, une fois que le signal avait été donné et que j'étais capable de réavoir accès à mes comptes. Maintenant, on est, à mon avis, sur un point ici où il est normal que le cours consolide. Donc là, par exemple,
Si on se met un petit point ici, tu vois que la moyenne de prix par rapport au volume, donc là ça c'est la VWAP ancrée, la moyenne donc des prix par rapport au volume qui ont été transigés sur toute cette période, depuis qu'on a eu ces points hauts ici et ce range, et bien ça se trouve à ce niveau-là. Donc ce serait assez normal en fait que le prix oscille autour de ce niveau pendant un petit moment et se rapproche en fait de cette zone de support sur les 562. Maintenant si on regarde en daily, on peut voir que justement on a un petit décrochage de la bande de Bollinger, on recommence à avoir des bandes de Bollinger à plat, donc on devrait avoir une contraction des bandes de Bollinger autour de cette zone des 563. Donc moi je pense qu'on a des bonnes chances d'avoir un range en fait sur ces niveaux, et ensuite il faudra voir si on arrive à tenir la zone de support des 560 pour envisager en fait une continuation haussière. Si c'est pas le cas et qu'on repasse en dessous, et bien en fait on re-rentrera dans ce range, et donc le but ce sera de jouer les bornes de ce range une fois de plus. Pour ce qui est du Nasdaq, le Nasdaq c'est relativement similaire à ce qu'on avait sur le S&P. On peut voir que là il y a eu pour l'instant un petit rejet. Moi je trouve que ce ne serait pas déconnant en fait d'aller retester ce gap haussier, donc d'aller revoir dans la zone des peut-être 492-493 pour venir combler ce gap et voir si cette zone de support tient. Si cette zone de support ne tient pas, et bien pareil, on pourra revenir jouer entre ces deux bornes-là. Pareil, sur le Z-Score, on avait eu un très très bon signal à ce niveau-là. Pour ce qui est du Dow Jones, c'est exactement pareil, mais en beaucoup plus faible. On peut voir que le Dow Jones, lui, il est déjà revenu chercher les zones de support. Donc maintenant, on va pouvoir voir si ces zones de support continuent à être tenues. Si ces zones de support n'arrivent pas à être tenues, pareil, on va revenir jouer dans ce range ici. Mais ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, en fait, on est en train de créer un nouveau point haut plus bas que le précédent. Et donc ça, c'est un signe de tendance baissière pour l'instant. Et sur le Russell, lui, il souffre en fait du plus gros des problèmes, c'est-à-dire que il y a pour l'instant un flight to quality. Les gens, ils veulent être investis dans les actifs de meilleure qualité pour essayer de protéger en fait leur portefeuille. Et donc les actions de petites entreprises, ne sont pas du tout prisées dans cette condition de marché. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu chercher en fait les VWAP ancrés de octobre 2023 et de long et moyen terme, du point haut du marché et du point bas du marché. Donc le point bas du marché, c'était en 2020 pendant le crack du Covid. Donc là, on a un énorme point bas où la moyenne de prix d'achat de toutes les personnes qui ont acheté depuis ce crack se retrouve dans la zone des 190, et ceux qui ont acheté en fait le top du marché et qui ont DCA depuis tout ce temps-là, ils sont eux dans la zone des 195-196. Donc je pense que cette zone-là, c'est une zone qui devrait faire support et qui peut être achetée. Là, on a pour l'instant les bandes de Bollinger qui commence à tranquillement se compresser avec la bande de Bollinger ici, là, qui pointe vraiment vers le bas. Donc à mon avis, on devrait avoir un range en fait entre ces VWAP ici. C'est ce qui me paraîtrait le plus cohérent pour le moment. Si on regarde un petit peu maintenant au niveau du market breadth, on avait très très bien vu en fait la semaine précédente, j'avais indiqué que le market breadth était très élevé et que je ne serais pas étonné qu'il y ait un début de consolidation, voire de retracement du S&P 500 et des autres indices. Maintenant, c'est quelque chose qui a été totalement dans les clous avec mes attentes. Donc le scénario principal que j'avais par rapport à ça est en train de se réaliser. On est revenu tester la zone des 50 sur le court terme. Donc à mon avis, maintenant, on devrait commencer à consolider sur ces niveaux. Et c'est bien ce qu'on voit en fait avec les indices qui sont en train tranquillement d'aller rechercher leur zone de support et de voir si ce support va tenir. Donc pour l'instant, on est sur la zone des 50. C'est une zone qui peut faire rebond pour les stocks. Je rappelle que la zone des 50, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le market breadth, ce que ça nous montre, c'est sur les stocks du S&P 500, quels pourcentages sont au-dessus de leur moyenne mobile et quels pourcentages sont en dessous. Donc là, c'est la moyenne mobile à 20 jours, et donc là, ça nous montre qu'en fait, on a 50% des stocks qui sont au-dessus, 50% qui sont en dessous. Donc là, on est plutôt en fait sur
une parité au niveau du court terme. Sur le moyen terme, ici, on est justement encore assez élevé, donc on n'est pas dans une méga bonne opportunité d'achat sur les stocks du S&P 500. Et quand on est sur le moyen long terme, eh bien là, on peut voir que pour l'instant, on est retourné là aussi sur la zone des 50. Donc, on est plutôt à la parité et il n'y a rien vraiment comme gros avantage ou désavantage. Je rappelle que quand les trois indicateurs sont dans la zone des 10 à 20%, alors là, il y a une opportunité d'achat qui est excellente. On peut voir que là, les calls, on s'est un petit peu calmé, donc il y avait beaucoup trop d'excitation. Ça, c'était un autre des indices que j'avais donné la semaine dernière, en disant, ah là, il y a énormément de calls qui sont en train de rentrer sur le marché, donc de gens qui sont un petit peu trop haussiers ou euphoriques sur le marché, et on a bien vu que finalement, ça s'est bien calmé tout de suite. Pour ce qui est maintenant des différents secteurs économiques, on peut voir que pour l'instant, c'est l'industrie, les utilities et les biens de consommation de base qui tiennent le mieux le marché avec une légère croissance depuis le début de l'année. En fait, même pas si légère que ça, parce que pour des stocks industriels, 7% de performance depuis le début de l'année, c'est très respectable, alors que tout ce qui est technologie, biens de consommation discrétionnaire, énergie et santé, c'est plutôt la catastrophe à ce niveau-là. Donc pour l'instant, en fait, les stocks qui étaient plutôt défensifs ont mieux protégé, on va dire, le portefeuille. Pour ce qui est du dollar contre les autres monnaies, on peut voir que le dollar est en train de baisser depuis le début de la semaine contre toutes les autres monnaies. Et en fait, depuis le début de l'année, il y a justement vraiment une baisse sur le dollar US. Donc, ce n'est pas vraiment la monnaie qui protège le mieux le portefeuille, sachant que la monnaie qui protège le mieux le portefeuille, ça reste le franc suisse, comme d'habitude. Donc ça, c'est on va dire, un petit peu valeur sûre pour se réfugier quand il y a des peurs sur les monnaies. Maintenant, on va justement pouvoir passer un petit peu aux indices boursiers. Donc ici, je vais simplement mettre ça sur 10 ans. Donc voilà, 2015, et ça, je vais nous donner un petit peu d'espace. Voilà, et ici, on va regarder depuis le début de l'année. Donc, sur 10 ans, c'est comme d'habitude, en fait, le marché indien, américains et brésiliens qui sont les plus performants, qui sont bien au-dessus de la moyenne du monde qu'on a ici en violet. Et on a le marché boursier qui est le plus déprécié, qui est le marché de Hong Kong. Moi, j'avais indiqué que le marché de Hong Kong, il était bien en train de se retourner, qu'il y avait vraiment un énorme avantage, puisque en fait, il y avait vraiment cette crise un petit peu à la 2008 qu'on avait eue en Chine. Et justement, on peut voir que cette année, c'est le marché le plus performant, avec 20% de performance depuis le début de l'année. Donc très très bien. Maintenant, je pense que c'est une bonne zone pour commencer à faire du rebalancement de portefeuille, pour commencer à encaisser un petit peu des profits sur cette zone-là, et pouvoir avoir des liquidités de disponibles pour les redéployer sur d'autres marchés qui pourraient être intéressants, même si sur le long terme, je pense que le marché hongkongais a de très bonnes chances de continuer à performer. Mais sur le court terme, on peut voir que c'est pas un mauvais moment de rebalancer. Donc pas forcément, comme d'habitude, je le répète, c'est pas on est complètement dans le marché ou complètement hors du marché. C'est plutôt de se dire, ah, là ça a bien performé, beaucoup plus que ce que ça devrait performer sur une année. Eh bien, hop, je remets mes pondérations à l'équilibre, je prends le surplus et je vais voir dans quoi je réinvestis ce surplus. Peut-être que ça pourrait même être dans le même actif si on a un petit retracement pour en reprendre une petite cartouche sur un retracement de quelques pourcents. Pour ce qui est des nouvelles économiques, on les a déjà vues auparavant, et pareil pour le Canada. Donc voilà, rien de bien spécial à part le PIB canadien qui va arriver justement cette semaine. Donc il faudra regarder ça si on a une croissance du PIB comme on le voudrait au Canada. Pour ce qui est des commodities, on peut voir que le pétrole recommence à partir à la hausse et qu'il a été très 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 déprécié sur un an. Donc là, c'est intéressant à mon avis de se réintéresser au pétrole tranquillement. Sinon, on peut voir que l'or a très très bien performé, 40% par rapport à l'année dernière. Donc, à mon avis, c'est intéressant de prendre quelques profits. Pareil, c'est pas tout ou rien. C'est hop, on rééquilibre tranquillement puisqu'on a fait de la bonne performance.
Et voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire là-dessus. Je rappelle que le price to earning ratio aux États-Unis est extrêmement élevé. Je pense que le marché boursier en ce moment est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher aux États-Unis. On peut le voir en fait. C'est vraiment au niveau des crises des années 2000, en fait, de la bulle des dot-com, etc. Et si on met justement cette moyenne sur 10 ans, on peut voir qu'on est très très loin de la moyenne à 10 ans et qu'on est vraiment sur des niveaux extrêmement élevés, même des niveaux historiquement élevés. Donc, je pense que c'est pas déconnant de s'attendre à un retracement sur des stocks. Je ne suis pas en train de dire que ce retracement va arriver immédiatement, mais disons que dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir, d'avoir un très gros retracement, un petit peu comme on a pu le voir ici, avec justement la période 2022 qui avait bien rebattu les cartes. Je pense que ça, ce serait pas du tout déconnant que ça arrive dans les 2, 3, 4 années qui viennent. Pour l'instant, pour les personnes qui sont en DCA tranquillement en phase d'accumulation, au contraire, ce sera même une très bonne opportunité de pouvoir continuer à accumuler. Et puis pour les personnes qui ont une gestion un petit peu plus active et qui voudraient potentiellement mettre des cartouches, je ne pense pas que ce soit le moment de mettre effectivement des énormes cartouches sur le marché, mais après tout, je peux complètement me tromper. On a quand même quelque chose d'inédit avec le dollar et la politique fiscale des États-Unis, donc peut-être que les conditions ont complètement changé. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que il vaut mieux continuer à suivre des règles qui ont été éprouvées depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais libre à toi de te faire ton opinion là-dessus, et justement, viens en discuter avec moi sur le Discord, ça me fera très plaisir d'échanger des points de vue, et que tu m'amènes peut-être une perspective à laquelle j'ai pas pensé, et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro hebdo. Allez, ciao!